Aujourd'hui, dans une série Terroir gourmand, nous partons à la découverte du picodon et de la lavande en Drôme provençal. Nous irons à la rencontre d'Hélène et d'Hervé qui fabriquent un fromage de chèvre typique dans une ambiance familiale depuis plus d'un siècle et demi. Odile nous fera partager ses connaissances sur la lavande qu'elle fait pousser et transforme en huiles essentielles et en biscuits. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ceux qui les font perdurer et je vous retrouve juste après pour une recette à base de picodon et de lavande. A tout de suite. Territoire le plus méridional de la région Rhône-Alpes et baigné par un climat méditerranéen, la Drôme provençale vit tout au long de l'année au rythme du Mistral. Passé Montélimar, les façades se fardent d'ocre et l'accent sans soleil. Ici, le vent et l'agriculture ont façonné les paysages et la vie des hommes. Les habitants de ce pays entre montagne et fleuve ont su tirer des produits d'exception de ce terroir riche et généreux. Entouré de collines verdoyantes, le pays de Dieulefit est depuis longtemps renommé pour son savoir-faire potier. À la ferme de Pracoutel, Hervé et Hélène Barnier ont décidé de perpétuer une autre tradition. Ce couple installé en agriculture biologique travaille aujourd'hui encore un produit chargé d'histoire, le picodon. À 40 km de là, les Tricastani, une ancienne tribu celte, ont donné leur nom au petit pays du Tricastin. Ici, les villages qui dominent la vallée du Rhône donnent un bel avant-goût de la Provence. Jean Giono disait de cette région « Ici, la lavande embaume ciel et terre. Elle se joue de l'ombre et de la lumière. » Installée à Clansaille depuis 10 ans, ce n'est pas Odile Tassi qui va le contredire. Cette agricultrice se dévoue corps et âme à la culture de cette plante millénaire que le monde nous envie. En ce jour de juillet, elle fait une dernière fois le tour de son champ avant la récolte. On est sur le plateau de Clansaille, en Drôme provençal. C'est un plateau avec une terre argilo-calcaire qui est très propice au développement, à la culture de la lavande, du lavandin et également à l'exploitation des truffières. On est dans un haut lieu de production de lavande et de lavandin, en effet, puisque ici, historiquement, il y a toujours eu de la lavande de façon sauvage. Et puis, le lavandin, bien sûr, se cultive de plus en plus en vallée du Rhône et notamment sur le plateau de Clansaille. Arrivées à maturité et gorgées de leurs senteurs enivrantes, les fleurs sont enfin prêtes pour la prochaine étape. Là, on est en pleine récolte. On a commencé à couper un peu tôt ce matin et là on est dans un procédé de verre broyé, donc c'est un procédé qui coupe le plant, la tige et évidemment les épis avec les calices, qui broie légèrement, qui envoie dans le caisson le verre broyé et quand le caisson est plein, il vient se déverser, enfin on le déverse dans la benne qu'on va bien tasser pour éviter les cheminées. Si la récolte est aujourd'hui mécanique, le tassage se fait encore à la main, ou plutôt au pied. Tout l'enjeu consiste à répartir uniformément la lavande dans la benne. Il faudra ensuite piétiner sans relâche les fleurs afin d'éviter les fameuses cheminées, des chemins empruntés par la vapeur qui laisseraient ainsi derrière elles les précieuses huiles essentielles. C'est un moment important parce qu'on a besoin d'être là pour bien tasser et puis c'est quelque part c'est le résultat de notre travail, de notre travail de désherbage, d'attention sur la plante. Donc c'est un moment très important. Puis c'est important d'être là parce que c'est un moment aussi un peu festif quand même, où on s'entraide entre nous. Donc certains viennent chez moi m'aider, après moi je vais aider les autres à tasser. Enfin bon, c'est un moment aussi de partage avec les autres producteurs. Car c'est aussi cela la philosophie d'Odile, le partage des connaissances et des compétences. Tandis que la récolte se poursuit sur le plateau de Clansaille, chez les Barnier, les foins viennent d'être coupés. Le souffle du Mistral aura tôt fait de les sécher. Mais aujourd'hui, c'est d'herbes fraîches que se nourriront les chèvres, car les foins sont réservés aux jours de mauvais temps. Comme à chaque fois que la météo le permet, quand le soleil a fait évaporer la rosée, Hervé monte son troupeau d'alpines chamoisées
brouté sur les hauteurs de son exploitation. Cet éleveur de nature a hérité d'un savoir-faire qui se transmet ici depuis 6 générations. Ici, on est donc, sur la commune de Vesques, à la ferme de Pracoutel, donc sur mon exploitation. Là, on est au milieu de mes champs. Le premier produit dans le pays de Dieulefit, c'est le picodon. C'est le marqueur du territoire, c'est le fromage de chèvre. Un fromage lactique qui est fabriqué depuis 5 siècles. C'est le plus vieux écrit qu'on a trouvé, date de 1500 et quelques. C'est un fromage qui est devenu un produit, voilà, dans notre société. Avant, c'était juste un fromage qui était fabriqué dans les fermes aux alentours, quoi. Voilà. Petit fromage rond au nom qui chante, le picodon tire son nom du provençal picaoudou, qui pique et qui est doux. Autrefois seul moyen de conserver le lait, il a su profiter des traditions populaires pour traverser les siècles et se frayer une place de choix parmi les grandes appellations d'origine française. Donc aujourd'hui, j'ai 150 chèvres. Notre troupeau, il est élevé traditionnellement, avec des moyens techniques qui sont adaptés aujourd'hui aux techniques d'aujourd'hui, mais avec le respect de la tradition et le respect des animaux et de l'espace, de la nature et du consommateur. Donc nous, nos chèvres, elles sortent dans un environnement comme on a ici, ça paraît logique. Enfin, pour moi, c'est complètement, ça tombe sous le sens. J'ai toujours vu des animaux pâturer dehors. On ne fera pas ici, dans la région, d'animaux qui ne pâturent pas dehors. Ça, on se bat pour que ça reste comme ça. Dans notre cahier des charges, on fait en sorte que les animaux aient un lien avec le terroir. D'abord, elles sont sûrement beaucoup plus heureuses d'aller brouter dehors, avoir le soleil et profiter de l'air pur, comme nous. Et derrière, après elles ont une alimentation variée, différente. Et ben, c'est un gage de qualité pour le lait. Et le lait, c'est la base de notre fromage quand même. Et c'est à partir de là qu'on va faire un fromage qui va être d'une valeur, on va dire, peut-être pas supérieure, mais en tous les cas, d'une qualité indéniable, quoi. Mais nous, on a continué de faire ce que faisaient les anciens, hein, et on n'est pas prêt d'arrêter, quoi. Ça, c'est sûr. Mais avant de faire du fromage, il faut tirer du lait. Comme tous les matins, Hervé s'apprête à traire ses 150 chèvres. Ce moment crucial rythme la vie des éleveurs depuis la nuit des temps. C'est l'occasion pour lui d'un rapport privilégié avec ses bêtes, mais également de vérifier qu'elles sont en bonne santé. Si la mécanisation soulage un peu le travail, cela demande néanmoins une concentration de tous les instants. Chaque jour, 250 litres de ce précieux liquide sont ainsi récoltés et envoyés dans une cuve spéciale. De l'autre côté du mur, Hélène s'affaire à transformer cet or blanc en un produit d'exception. Tout de suite après la traite, on ensemence le lait avec le petit lait du matin. Là, on va apporter les ferments et ensuite, on va apporter la présure. C'est ce qui va digérer le fromage, en fait. Et là, une fois que vous avez mis la présure, vous attendez pendant 24 heures et surtout, on ne bouge pas les bacs de caillé pour ne pas apporter de défaut de prise. Alors là, on est au moulage du caillé du matin, c'est-à-dire le lait est à 24 heures de la traite et il est prêt à être moulé. On met le caillé le plus délicatement possible dans les moules pour qu'il puisse s'égoutter. Continuez à perdre le petit lait, enfin commencez d'ailleurs à perdre le petit lait. Une fois dans leur moule, les fromages seront laissés au repos quelque temps, puis tour à tour salés, retournés et démoulés. Mêlant tradition et science, Hélène apporte un soin tout particulier au développement des moisissures nobles qui donneront à son fromage ce goût incomparable.
Pendant ce temps-là, une autre étape cruciale se déroule pour Odile. C'est le moment de distiller ces précieuses plantes et elle suit assidûment chaque étape du processus en compagnie de Philippe Sogel. Et tu viens distiller ici, toi, maintenant? Comment? Tu viens distiller ici, toi, maintenant? La distillation, plus exactement l'entraînement à la vapeur d'eau, se fait, comme son nom l'indique, avec de la vapeur. Et ici, nous sommes devant la chaudière qui va fabriquer cette vapeur pour aller extraire les huiles essentielles dans les plantes. On se trouve devant les bennes de distillation. Donc ce sont des caissons qui contiennent jusqu'à 30 mètres cubes de lavande. Et le bruit que vous entendez, c'est la vapeur qui arrive par ce flexible et qui va rentrer à l'intérieur de la benne. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la vapeur va traverser la lavande et vous avez déjà tous écrasé des fleurs de lavande dans vos doigts. Quand on écrase des fleurs de lavande, on a le parfum sur les doigts parce que dans les fleurs de lavande, il y a des micro-poches qui contiennent les huiles essentielles. Au sommet du chapeau qui est posé sur la benne, on voit le flexible qui va permettre aux vapeurs chargées d'huile essentielle d'aller ensuite vers un condenseur pour être refroidi, de manière à ce qu'on revienne au stade liquide. La vapeur d'eau ainsi condensée sera envoyée dans un séparateur également appelé vase florentin. Là, grâce à leur différence de densité, les deux liquides seront séparés. Déjà, la précieuse huile commence à jaillir du récipient. Encore verte, il faudra l'aérer 2 mois avant qu'elle ne dévoile toutes ses nuances. Le moment de la distillation, c'est aussi un moment très important parce qu'il faut que le distillateur maîtrise bien son alambic avec une bonne température, une bonne pression au niveau de la vapeur pour faire une huile essentielle de qualité. Donc là, on est dans des étapes stratégiques sur la récolte. Odile tient à être présente à chaque étape de la transformation afin de s'assurer que tout se passe bien, mais également pour s'enrichir au contact des autres travailleurs de la lavande. Aujourd'hui est un jour spécial. Sa première huile certifiée en agriculture biologique vient d'être distillée et conditionnée. Ces quelques litres sont l'aboutissement d'un labeur de plusieurs années. Et c'est parti. Une fois mis en bidon, le fruit de son travail sera stocké. Comme un bon vin, il lui faudra un peu de temps pour s'épanouir. Une grande partie de la lavande ainsi récoltée sera distillée pour être transformée en huiles essentielles qui se retrouveront dans des parfums, des savons ou en aromathérapie. Mais quand on parle de cette plante aux 1000 vertus, Odile a plus d'un tour dans son sac. La première chose qui vient à l'esprit quand on parle de la lavande au grand public, c'est le sachet de lavande, mais on peut faire beaucoup d'autres choses avec. On peut l'utiliser en cuisine, déjà. Je trouve que c'est une saveur qui est assez intéressante, qui est assez fleurie, qui est présente. Donc évidemment, il faut traiter la lavande avec parcimonie en cuisine, un peu comme le sel et le poivre. Je trouve que c'est plaisant de la travailler et de trouver le bon dosage dans des plats. Moi, j'ai créé un biscuit salé avec une association qui fonctionne bien avec le parmesan. Et c'est vrai que j'ai travaillé pas mal de temps pour trouver le bon dosage, pour que la lavande soit présente en bouche, mais pas envahissante et ne prenne pas cette amertume à la cuisson, qui est un peu le danger de la lavande. Si la lavande aspic est dangereuse pour la santé quand elle est ingérée, la lavande fine serait bénéfique pour l'organisme de bien des manières. La plupart du temps utilisée en tisane, elle ne demande cependant qu'à se marier avec de nombreux autres aliments, aussi bien salés que sucrés. Ainsi, Odile a cherché à sortir des sentiers battus, en créant des recettes bien à elle pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. Et ça sent déjà, hein, là, on sent vraiment l'odeur de la lavande qui se dégage du four. Tandis qu'une odeur caractéristique embaume délicatement la cuisine de Clansaille, à la ferme de Pracoutel, Hélène et Hervé s'affairent comme tous les jours à choyer leurs délicieux produits. On est en train d'effectuer le retournement de la journée sur ce lot de fromage. En fait, les fromages, le principal de l'affinage, c'est des retournements quotidiens.
Ça permet que la flore de surface s'installe bien de manière uniforme d'un côté et de l'autre du fromage en fait. Chez les Barnier, chaque matinée est dédiée à l'affinage des picodons. Après avoir passé quelque temps dans le séchoir, ils seront ensuite entreposés dans la cave où ils pourront se recouvrir d'une délicate couche de bleu qui leur donne ce goût si spécifique. Au bout de 14 jours, ils auront acquis le droit si convoité de s'appeler picodon. Les fromages qui sont dessus, on va les mettre dessous, et on va prendre ceux qui sont dessous, on va les mettre dessus. Mais plus l'affinage est long et plus les arômes se développent. Ça, c'est super bon. Au village de Dieu-le-Fit, les anciens l'avaient bien compris et ont mis au point une technique particulière dont Hervé a hérité de sa grand-mère. Et donc là, les fromages comme ça, eh bien, soit on les consomme tels quels, soit on les lave et ça deviendra des picodons de Dieu-le-Fit. Et là, ils sont parfaits pour faire des picodons de Dieu-le-Fit. Ça, c'était la méthode ancestrale de nos grands-mères qui permettait au fromage d'être ramolli. Parce que le picodon, c'était fabriqué par nos grands-mères. C'était pas les hommes qui fabriquaient ni qui affinaient les fromages. Les hommes, ils touchaient pas aux chèvres dans le temps. Trop sec pour être mangé, le picodon était traditionnellement lavé régulièrement au cours d'un affinage qui durait parfois plusieurs mois. Ainsi humidifié et débarrassé de sa couche de bleu, il reprenait une délicate couleur blanche pour devenir un produit consommable, tendre, piquant et doux à la fois. Et là, le picodon lavé méthode Dieu-le-Fit, ben, on finit par avoir une texture comme ça et une allure comme ça, et surtout un fromage qui est onctueux, qui est complètement affiné. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de flore de surface dessus ce fromage. Et quand on le coupe, ben, ça rentre tout seul dedans. C'est comme du beurre. Ce fromage, il est complètement lavé jusqu'au milieu. Et la texture est souple. On dirait du beurre. Et ça, c'est terrible. Hervé, il me manque des 3 semaines à la vente. Tu peux m'en amener? Et moi, ça là. Magnifique. Ceux-là, ils ont été super. Ils sont Ouais. bien, ils sont souples et tout. Bien souple pour les 3 semaines. Ceux-là, ils vont être terribles. Ces fromages vont aller à la petite salle de vente qu'on a sur la ferme, où on accueille tous les gens qui veulent bien venir ici pour déguster et acheter nos fromages. Bonjour. Alors, vous venez voir les chèvres ou goûter du fromage ? La vente sur place, c'est ce qui est le plus plaisant. L'idée d'accueillir les gens, de leur montrer comment on travaille. C'est vrai que du coup, après, ils viennent en confiance parce qu'ils voient les animaux, ils nous voient nous travailler. On a aussi développé un petit circuit de vente indirecte, c'est-à-dire qu'on travaille avec plutôt des petits magasins, avec des gens qui sont un peu comme nous, qui travaillent à leur compte et qui sont eux aussi directement en contact avec leurs clients et qui savent leur expliquer aussi, ils savent leur dire que le fromage vient de là, qu'ils nous connaissent, qu'ils savent qu'on travaille bien et donc ça les aide aussi eux à mieux vendre notre fromage. Mais c'est vrai que le grand plaisir, c'est d'avoir les gens sur place parce que ça leur permet déjà de partager avec nous la chance qu'on a d'être ici et de se rendre compte que c'est du travail, mais aussi c'est un véritable plaisir de pouvoir transformer du lait en picodon et de le faire partager aux gens. Donc on attend qu'elles soient un petit peu plus âgées. Elles sortiront sur l'automne. On aime ce qu'on fait et on est content de vous recevoir et de pouvoir vous expliquer justement comment on le fait. Que c'est possible d'en vivre sans faire de l'industriel, en travaillant bien, en travaillant en agriculture biologique, de respecter la nature qui est autour de nous et de gagner quand même notre vie comme ça. Voilà. Hervé et Hélène ont choisi de privilégier les circuits locaux et l'accueil du public de façon à éviter les intermédiaires et à faire connaître au mieux leur métier. Un besoin de transmission et une philosophie de vie qu'ils ne sont pas seuls à partager.
Alors depuis 6 ans maintenant, j'accueille le public au domaine. En fait, il y a plusieurs motivations. Il y a bien sûr une motivation économique. J'ai une toute petite exploitation et que pour en vivre, c'est uniquement par vente directe que je peux y arriver. La deuxième raison, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur cette plante et j'ai découvert quand même que la lavande, enfin que les lavandes en général étaient connues à travers le monde, mais finalement méconnues comme plante et comme... Oui, méconnue comme plante et comme ce qu'on pouvait en faire avec. Donc, j'ai eu l'idée d'ouvrir mes portes et de transmettre ce que j'avais appris au public. Pour que vous puissiez sentir les différences, et je vais vous expliquer ensuite les différences entre les variétés. Je trouve que la nature appartient à tout le monde. Nous, on est finalement un lien avec cette nature, puisqu'on travaille la nature, on travaille le sol, mais la nature en tant que telle ne nous appartient pas à nous, elle appartient à l'humanité, donc on doit la faire partager. Et puis, la faire partager, c'est aussi prendre conscience, permettre à chacun de prendre conscience à quel point c'est précieux et à quel point c'est important de l'utiliser à bon escient et de la protéger, cette nature. Donc ça fait partie de ma démarche. Ça, c'est rien. Ah non, ça c'est un petit souffle. Fière de faire découvrir son monde et cette plante aux multiples facettes, Odile Tassi a tout misé sur la transmission directe à son public. Rentrée. Et c'est également utilisé pour la pêche à la carpe comme appât. Intarissable quand il s'agit de lavande, elle dispense son savoir et son amour de la nature sans compter. Lors de ces rencontres, elle propose également ses fameuses recettes au goût surprenant, désireuse de dévoiler les 1000 vertus de ces fleurs. Voilà, thank you. Et voilà, autour d'un verre, autour de biscuits, de gâteaux, de choses comme ça, bien sûr, c'est le partage. C'est le partage de mon univers. En fait, les gens, quand ils viennent là, je leur ouvre mes portes, ils viennent chez moi. Je ne suis pas un musée, je ne suis pas un lieu de démonstration, je suis un petit producteur qui ouvre ses portes aux visiteurs. Et je veux garder vraiment cet esprit. Et je crois que les gens, quand ils viennent jusque-là, c'est ce qu'ils viennent chercher, en fait. Parce qu'on est un peu au bout du monde. Donc, il faut avoir un peu de ténacité pour venir jusque-là. Ouvrir ses portes, partager et transmettre. Odile Tassi, Hélène et Hervé Barnier ont depuis longtemps compris l'importance de ces mots. Forts de leurs convictions et de leur savoir-faire, ils continuent aujourd'hui à perpétuer les traditions qui ont fait de la Drôme provençale un terroir d'exception. Aujourd'hui, je vous propose une pastèque infusée à la lavande, picodon rôti aux graines de fenouil. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 500 g de pastèque en tranches, 25 g de lavande, 10 gouttes d'huiles essentielles, 30 g de miel, 100 g de vinaigre de cidre, 100 g d'eau, 4 pièces de picodon, 5 g de graines de fenouil, 5 g de baie rose, 2 cuillerées à soupe de miel. Pour la préparation de la pastèque, taillez des ronds de différents diamètres dans la tranche de pastèque. S'il y a des pépins malheureusement dans la pastèque, il faut les enlever très délicatement afin de ne pas abîmer cette belle pastèque. Maintenant, vous pouvez aussi trouver des pastèques sans pépins. Réservez les ronds dans un cul de poule et ajoutez les chutes grossièrement taillées. Dans une casserole, portez à ébullition l'eau, le vinaigre de cidre, le miel, les gouttes d'huiles essentielles et la lavande. Filtrez le jus. Versez l'ensemble sur les pastèques taillées. Filmez de manière hermétique et laissez mariner 2 heures minimum à température ambiante. Récupérez ensuite les ronds de pastèque et les réservez pour le dressage. Mixez le restant de la marinade et la passez au chinois. Puis faire réduire jusqu'à l'obtention d'une sauce. Pour le picodon rôti, concassez les graines de fenouil et les baies ensemble. Pour concasser les graines, vous pouvez tout simplement les mettre dans un sac en plastique bien sûr propre, et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, rouler sur ce sac afin d'écraser, de concasser les graines qui se trouvent à l'intérieur.
Enduire les picodons de miel sur chaque face et les enrober de graines concassées, salées et poivrées. Enfin, dans une poêle chaude, colorer les picodons de chaque côté. Pour la cuisson du picodon, surtout ne pas trop chauffer la poêle et bien sûr, évidemment, choisir un picodon pas trop frais. Pour le dressage, sur l'assiette de votre choix, disposez 3 ronds de pastèque marinée. Ajoutez le picodon rôti coupé en différents volumes. Ajoutez la marinade réduite en vous aidant de l'emporte-pièce, puis en point. Parsemez de fenouil et de baies concassées. Ajoutez un peu de lavande fraîche. Disposez enfin quelques fleurs ou quelques pluches d'herbe. Je vous souhaite une très belle dégustation et je vous dis à très vite.